Cette semaine, dans Carnet de santé, retour en classe pour certains élèves durant la pandémie de Covid-19. Et comment protéger les élèves et les enseignants contre la propagation du Covid-19 dans les écoles? Nous aurons les explications d'un expert. Ensuite, un programme de réalité virtuelle en Afrique du Sud rapproche certains étudiants dans leur salle de classe. Enfin, le Nigeria déploie des efforts afin de contrôler une épidémie de choléra dans le pays. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est la rentrée scolaire et les élèves vaccinés ou non sont accueillis dans leurs établissements. L'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé ont demandé que tout le personnel scolaire soit inclus dans les plans de vaccination nationaux contre le Covid-19 et que les enfants de 12 ans et plus qui souffrent de problèmes de santé sous-jacents se fassent vacciner en raison de l'augmentation des cas liés au variant Delta. Les Nations Unies avertissent que de nombreux pays d'Afrique n'ont pas atteint les objectifs de vaccination contre le virus et la menace de nouveaux variants plus infectieux et résistants au vaccin constituera un vrai défi pour garder les enfants en classe. Partons tout de suite en Somalie, où le gouvernement a rouvert les écoles malgré une nouvelle vague d'infection au coronavirus. Certains observateurs se demandent si les mesures visant à empêcher la propagation du virus dans les salles de classe et au-delà seront suffisantes. Reportage Mohamed Chernor avec la voix de Rosine Mounezero. Tôt le matin, dans une école de Mogadiscio, les élèves arrivent pour se préparer aux activités de la journée. Aucun des élèves ne porte de masque alors qu'ils se mêlent aux autres, même si le pays connaît une nouvelle vague d'infection au Covid-19. Khadija Adam est la directrice responsable de la gestion quotidienne de l'établissement. Elle a une lourde tâche à accomplir pour assurer la sécurité de ses élèves à l'école. Nous ne cessons de rappeler à nos élèves les règles d'hygiène. Les élèves comprennent qu'ils doivent se laver les mains. Nous avons fait pression sur le ministère de l'Éducation et il nous a soutenus en nous fournissant des installations de lavage des mains. Normalement, nous inculquons aux étudiants qu'il est obligatoire de se désinfecter les mains et de porter des masques, car cela permettra aux écoles de rester ouvertes. En Somalie, la prise en charge des vaccins Covid-19 reste faible. Les plus vulnérables sont les personnes âgées et l'on craint que la réouverture des écoles n'augmente les infections parmi les élèves qui finiront par exposer leur famille. Abdi Fattah Mouyadine est un élève de l'école et craint pour ses parents plus âgés. Je suis vraiment inquiet au sujet du coronavirus quand il est revenu et a atteint son pic. Je suis inquiet pour la santé de ma famille car l'école a rouvert et je pourrais être infecté à l'école et ramener le virus dans ma famille. La fermeture prolongée des écoles en raison de la pandémie a eu un impact négatif sur la vie des jeunes Somaliens. Il y a eu une augmentation significative des abandons scolaires, ce qui a perturbé le bien-être social et économique des familles. Abdi Fattah Mohamoud est commerçant à Mogadiscio et après une dure journée de travail, il trouve le temps le soir d'encadrer ses 2 filles adolescentes en espérant qu'elles rattrapent le temps perdu. Le long confinement a eu un impact négatif sur l'éducation. Certaines filles, déçues par l'éducation, se sont mariées et ont fondé des familles. Les garçons ont abandonné leurs études et sont devenus des rabatteurs sur les véhicules de tourisme ou ont migré vers d'autres endroits. La durée de la fermeture a vraiment affecté l'éducation. Mohamed Abi, directeur général du ministère de l'Éducation de Somalie, reconnaît les difficultés. L'un des principaux effets secondaires du coronavirus sur l'éducation est que même les quelques élèves qui ont fait preuve de résilience pour poursuivre leurs études ont obtenu de mauvais résultats lors des examens. Les performances étaient inférieures à la moyenne comme jamais auparavant. La qualité de l'enseignement a baissé et certaines écoles ont dû fermer leurs portes.
Lorsqu'il a annoncé la réouverture des écoles, le ministère somalien de l'Éducation a promis que des mesures préventives étaient en place pour assurer le retour à la normale de l'apprentissage. Les élèves sont tenus de porter des masques et de maintenir une distance sociale, entre autres mesures. Cependant, toutes ces mesures préventives ne sont pas suivies, comme on a pu le constater dans cette école à Mogadiscio. Le docteur Meron Irpa est spécialiste en médecine interne à Baltimore, Maryland, près de Washington, D.C. Il nous en dit plus sur les mesures de sécurité pour les enfants et les enseignants en classe pendant cette pandémie. Beaucoup d'enfants qui n'ont eu accès à aucune scolarisation ont pris 1 an ou plus de retard. Nous savons que de nombreux enfants risquent de souffrir de carences nutritionnelles parce qu'ils n'ont pas accès à la nourriture que les écoles leur fournissaient auparavant. Beaucoup d'enfants sont également exposés à la violence et à l'exploitation. Actuellement, seul le vaccin Pfizer est approuvé pour être administré aux enfants de 12 ans et plus. Dans des endroits comme l'Afrique, en raison de la pénurie de vaccins, l'OMS recommande actuellement que les enfants de 12 ans et plus reçoivent le vaccin Pfizer s'ils courent un risque élevé de contracter l'infection par le COVID-19. Ce sont donc des enfants qui peuvent avoir des conditions sous-jacentes. Nous savons également qu'il existe des complications spécifiques que les enfants qui ont eu le COVID-19 peuvent rencontrer, mais en plus, les enfants, même s'ils ont une maladie bénigne, peuvent transmettre la maladie à d'autres personnes qui peuvent être plus vulnérables à une maladie grave. Je pense qu'il est vraiment essentiel que les écoles, les gouvernements et les autorités sanitaires locales prennent en compte les mesures de santé publique conformes aux directives de l'OMS pour protéger les enfants contre la maladie et la propagation du virus. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Il est donc vraiment important que les agences locales aient des moyens, lorsque cela est possible, de diagnostiquer et d'identifier correctement les personnes malades. Il est vraiment important que les autorités de santé publique connaissent le taux de transmission communautaire afin qu'elles puissent essayer de prendre des décisions de renvoyer nos enfants et nos enseignants dans les écoles en premier lieu. Dans les endroits où il n'y a pas d'eau courante, il est important que nous essayions de fournir, dans la mesure du possible, des désinfectants pour les mains. Nous devons désinfecter les zones à contact élevé comme les poignées de porte et les bureaux. Une bonne ventilation est très utile pour essayer d'empêcher la transmission de COVID-19 et pour s'assurer que les étudiants se tiennent à 1 mètre les uns des autres et leurs bureaux doivent être distants d'1 mètre. Nous devons nous assurer de dépister les enfants qui pourraient être malades et, comme toujours, de communiquer avec les familles, les parents et les communautés sur ce qui se passe. Les restrictions liées au Covid-19 n'empêchent pas seulement aux étudiants d'aller en classe, mais aussi de travailler en laboratoire. Pour faire face à cette situation, l'Université de Johannesburg aide les enfants à reproduire l'expérience grâce à la réalité virtuelle. Reportage de Linda Givetash à Johannesburg, un récit de Mohamedou Mfa. On se croirait en plein jeu vidéo, mais ces étudiants sud-africains approfondissent leurs connaissances scientifiques. Le centre de réalité virtuelle de la faculté d'éducation de l'Université de Johannesburg aide les étudiants à se rapprocher des atomes, des cellules et des virus. Les élèves apprennent de manière plus interactive, plus immersive. C'est plus engageant dans la mesure où ils sont capables de visualiser des phénomènes microscientifiques, ils sont capables d'interagir avec cet univers. Et vous pouvez vraiment recommencer cela encore et encore. Même avant que l'Afrique du Sud ne devienne l'un des points chauds de la pandémie sur le continent, l'accès en laboratoire pour les étudiants était limité, mais pas dans le monde virtuel. L'université a développé un ensemble RV inspiré de Google Cardboard qui coûte moins de $20 et fonctionne avec n'importe quel smartphone. Je peux utiliser ce qui m'a été fourni depuis le confort de mon canapé à la maison. Vous pouvez simplement aller sur YouTube. Vous pouvez utiliser votre appareil, votre smartphone, s'il est compatible avec les applications.
Et puis, vous pouvez réellement voir les cellules pour tous les concepts scientifiques que vous étudiez en ce moment-là. La réalité virtuelle n'aide pas seulement ses étudiants à étudier les STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Il prépare également cette prochaine génération d'enseignants à utiliser la technologie pour stimuler les STEM dans les écoles primaires et secondaires les plus pauvres. Les apprenants qui viennent de milieux très pauvres avec des écoles sont dans des communautés défavorisées où ils ne disposent pas de laboratoires entièrement équipés. Et malheureusement, en raison de ces expériences d'apprentissage qu'ils ont dans l'enseignement des STEM, cela n'a pas inspiré les apprenants à l'école à poursuivre des études supérieures. Les lacunes sont devenues apparentes lorsque la maladie a confiné les étudiants chez eux. Les écoles se sont empressées alors d'adopter la technologie d'apprentissage à distance. L'Université de Johannesburg travaille avec le ministère de l'Éducation pour intégrer les appareils de réalité virtuelle dans les écoles publiques. Si le programme s'avère fructueux, ils espèrent le reproduire à travers le pays et sur le continent. Au Nigeria, les autorités sanitaires affirment que près de 1800 personnes sont mortes du choléra cette année, avec des cas trouvés dans plus de 20 États à travers le pays. Pour lutter contre la maladie bactérienne qui se propage par l'eau sale, le ministère fédéral nigérian de l'Environnement appelle à une bonne hygiène et organise des nettoyages de masse dans les zones affectées. Comme vous allez le voir dans ce reportage de Timothée Obiezou à Abuja. Le récit est de Thierry Kaoré. Les responsables de ce camp pour déplacer internes situé à Abuja disent qu'au moins 40 cas de choléra ont été enregistrés ici le mois dernier. La plupart d'entre eux ont d'abord été soignés dans le camp par un pharmacien autodidacte, Adamu Selikaya, qui oriente ensuite les cas graves vers les hôpitaux. Selon les responsables, au moins 10 personnes sont décédées jusqu'à présent, dont le fils de 7 ans, Distaphanus Bitrus, décédé le matin du 4 août après avoir reçu des soins la première nuit pour une diarrhée au dispensaire local du camp. Il a pris 7 infusions cette nuit-là et s'est amélioré. Nous sommes rentrés à la maison et le lendemain matin, il allait bien. Mais vers 11 h du matin, la diarrhée sévère a repris et nous l'avons perdu peu de temps après. La diarrhée est l'un des symptômes courants lorsqu'une personne contacte le choléra, une maladie bactérienne qui provoque la déshydratation. Depuis l'épidémie dans le camp, les responsables se sont concentrés sur l'amélioration de l'assainissement et de l'hygiène pour stopper l'épidémie et arrêter la propagation de la maladie. Mais Selikaya dit qu'une bonne hygiène n'est pas facile, avec des abris construits étroitement et un approvisionnement en eau insuffisant. Nous manquons tant d'installations de base comme des toilettes, des établissements de santé et d'autres équipements sociaux. Nous n'avons même pas d'eau potable. C'est ce genre de choses qui contribue à l'épidémie de choléra. Le Centre nigérien de contrôle des maladies, NCDC, indique qu'environ 1800 personnes sont décédées du choléra cette année dans le pays. Au dernier décompte, il y avait environ 48 000 cas répartis dans 24 des 36 États du Nigeria. Les autorités sanitaires disent prendre des mesures face à la situation. Nous avons des programmes de lutte contre le choléra qui sont déjà sur le terrain pour se joindre aux efforts contre la propagation de la maladie. Je tiens à vous assurer que des actions sont en cours dans certains des quartiers et branches du ministère où ces programmes sont en cours. Le choléra se transmet facilement lorsqu'on consomme des aliments ou de l'eau contaminée. Les inondations causées par la saison de pluie contribuent à sa propagation. Il cessera bientôt de pleuvoir, mais les victimes disent que si des camps comme celui-ci ne sont pas dotés de systèmes d'assainissement adéquats, la menace du choléra sera toujours d'actualité. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.